Bonjour à tous. Alors, je crois juste qu'il faut que tu remettes ton micro. Ils nous l'ont coupé pendant le compte à rebours, Alexandre. Bonjour à tous. Top, ça marche, super. Euh, Vas-y, je te laisse Aujourd'hui, présenter. bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes deux pour le juste réflexe. Je m'appelle Alexandrine et je travaille dans les équipes d'Alexis pour Smart Preuve. Le juste réflexe, le mois dernier, on a lancé notre premier événement d'une longue série. Cette série pour vous sensibiliser à la bonne méthode, la bonne attitude à adopter dans votre quotidien. Donc, je suis accompagnée d'Alexis, Alexis Debord, qui est le fondateur de Smart Preuve. Alexis, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as créé le juste réflexe? Et ouais, alors en fait, c'est vrai que donc, au-delà de Smart Preuve, on s'est rendu compte que l'information juridique était essentielle, que tout le monde, qu'on soit un justiciable, un entrepreneur, n'avait pas accès à cette information-là de la même manière. Mais au-delà de l'information juridique, le droit, c'est d'abord des comportements sur le terrain. Et il est essentiel pour chacun d'adopter les bons comportements, les bons réflexes. Et c'est ce qui va en fait vous permettre, le cas échéant, de démontrer votre bonne foi, de faire valoir vos droits, d'être en position de force ou tout simplement dans une position de négocier avec un voisin, en l'occurrence, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, qui pourrait être de mauvaise foi ou qui pourrait remettre en cause votre parole. Donc c'est vraiment cette idée, hein, le juste réflexe, c'est comment on arrive à transformer les comportements des justiciables et des entreprises sur le terrain, dans leur quotidien, de manière à ce qu'ils puissent être le plus proche possible de leurs droits ou pouvoir les faire valoir de la manière la plus intelligente possible, le cas échéant. On a choisi de parler d'un sujet qui, je pense, nous a tous touchés à un moment donné, qui est le conflit de voisinage. Entre voisins, on peut être exposé à de nombreuses situations qui feront l'objet d'éventuels conflits, de litiges. J'aimerais savoir, toi déjà, Alexis, si tu as été confronté à un conflit entre voisins. Alors, un conflit en tant que tel, on n'est pas allé en procès, mais des tensions avec les voisins, oui, oui, comme je pense énormément de personnes qui nous écoutent ou qui vont voir cette séance. C'est-à-dire que, alors moi j'ai un exemple là qui me vient en tête. On a été propriétaire à un moment donné d'une maison de village. Et en fait, on avait une terrasse sur cette maison. Et en fait, la terrasse en question était aussi le toit des voisins du dessous. Et alors, les voisins en question étaient locataires. Donc, avec les locataires, ça se passait plutôt bien. Pas de pause, c'est que notre terrasse entraînait des infiltrations chez les voisins. Et là où ça s'est compliqué, enfin là où c'est devenu compliqué, autant avec les locataires on s'entendait bien, ils avaient bien compris les enjeux. Là c'est devenu plus compliqué, c'est avec le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une notion de droit qui n'est pas forcément évidente à comprendre. C'est qu'en fait le toit terrasse, c'est une terrasse pour nous, mais c'est le toit pour le voisin. Et donc s'il y a des travaux, ils doivent être partagés, les frais doivent être partagés par les deux. Et donc, c'est des notions de droit pas forcément évidentes à comprendre. Le ton est monté. Alors, l'avantage, c'est qu'on avait un tampon. Hein, c'était les locataires qui, les pauvres, étaient les victimes dans cette histoire. Mais je pense que si on avait eu directement le propriétaire en dessous, il y aurait eu des points de crispation beaucoup plus frontaux qui auraient pu intervenir. Bon, après, voilà, dans tout conflit de voisinage, il y a une part d'irritant. Il y a aussi une part un petit peu de j'ai presque envie de dire parfois de comique quand on prend un peu de recul. Par exemple, ici, le propriétaire qui nous explique qu'il va installer un jacuzzi sur notre terrasse, puisque finalement, il en est aussi propriétaire. Bref, on est dans des situations qui parfois sont assez rocambolesques et qui, avec un peu de recul, sur le coup, c'est pas drôle du tout, mais qui, avec un peu de recul, peuvent devenir drôles. Et alors là, pour info, donc on a fini par s'entendre devant notaire. Et donc là, c'est aussi tout l'enjeu, un, de dialoguer, deux, parfois de savoir faire appel à un professionnel du droit qui peut servir de médiateur ou qui peut permettre de rendre ou de donner de la pédagogie sur des notions de droit qui ne sont pas forcément évidentes. Et donc après l'intervention du notaire, on s'est mis d'accord sur la réalisation de travaux. C'était des petits travaux, il y en avait pour moins de 1500 euros.
Néanmoins, parce qu'on était sur des vieux bâtiments, dans un vieux village historique qui date du Moyen-Âge, et donc du coup, on avait quand même potentiellement des fragilités, et des murs qui n'étaient pas forcément épais. Donc du coup, on a fait, enfin, pour le coup, on l'a pas fait parce que Smartpreuve n'était pas encore là, mais à l'époque, moi, j'avais fait des photos de la terrasse avant-après, du logement qui était dessous, pour bien montrer que l'intervention n'allait pas créer des fissures, notamment dans le logement, sur le logement du dessous, dans lequel était le locataire et qui était le logement du propriétaire, avec qui on a vu des relations un peu tendues. Voilà, on a tous des anecdotes qui sont plus ou moins longues à raconter. Ouais, c'est intéressant dans ce que tu dis de ton retour d'expérience, c'est que il y a le dialogue, de chercher de trouver une solution à l'amiable, peut-être l'intervention d'un tiers. Mais en tout cas, il y a cette notion de savoir collecter des preuves. Tu disais que toi, tu avais pris des photos avant-après. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que il y a effectivement des étapes à avoir et que c'est important de privilégier l'amiable. Mais la collecte de preuves, en fait, souvent, on s'en rend compte trop tard. C'est Ouais. comment faire. Donc, ouais, Non, c'est ça. en fait, il y avait une sorte de process, de grille, de charte, en tout cas, entre voisins, de quelle est la bonne attitude à partir du moment où il y a un différent. Mais c'est vrai qu'en fait, tu mets le point sur deux choses qui sont importantes. La première, c'est que peu de personnes ont conscience de l'importance de collecter des preuves qui vont être solides, qui vont être difficilement discutables. Et en fait, ça prend deux formes. La première forme, c'est que tout simplement, on oublie même de collecter des preuves. Et on se dit, c'est bon, ça va bien se passer, pas besoin. Et on s'aménage aucune preuve, même pas un début de preuve, même pas une simple photo. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes se disent, c'est bon, je suis tranquille, j'ai pris des photos avec mon smartphone. Et aujourd'hui, des photos prises avec un smartphone en dehors d'outils comme SmartPreuve, par exemple, sont en réalité discutables. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans votre pellicule, vous pouvez modifier la date, vous pouvez modifier l'heure, vous pouvez appliquer des filtres. Avec les IA génératives, vous allez pouvoir ajouter à peu près ce que vous voulez sur votre image pour faire croire qu'il s'est passé quelque chose. Et ça devient très compliqué pour un magistrat, même pour un médiateur ou pour un voisin de se dire, mais est-ce que pour un propriétaire, je prenais l'exemple du rapport locataire-propriétaire, parfois les propriétaires ne croient pas leur locataire, et ça pourrait faire l'objet d'un autre juste réflexe d'ailleurs sur les rapports locataire-propriétaire, mais les images aujourd'hui sont modifiables en 2 clics et ça à la portée de tous. Et c'est vrai qu'avec SmartPreuve, on répond à cette difficulté-là parce que dès lors qu'une photo va être prise dans l'environnement SmartPreuve, et je dis bien dès lors que la photo est prise, c'est-à-dire que si vous avez des photos dans votre pellicule, vous ne pourrez pas les mettre sur SmartPreuve parce que vous avez pu potentiellement les modifier, les truquer. Mais dès lors que la photo est prise dans SmartPreuve, on va apporter des garanties d'authenticité de la photo, sur la géolocalisation, sur le redatage, et le cas échéant, alors là, tu parlais de dialogue, effectivement, parce que première étape, c'est d'avoir ce réflexe de collecte très en amont, qu'il faut anticiper. Le deuxième point, c'est de se dire, rester en dialogue permanent avec le voisin avec qui ça pourrait mal se passer. Il faut surtout éviter de couper le dialogue parce que c'est là que les situations d'escalade se créent. Donc, je crée des preuves par anticipation. Je ne suis pas obligé de dire à mon voisin que j'ai des preuves, parce que ça peut être aussi un levier d'escalade. Tout simplement, on se les aménage pour soi. On essaie de maintenir un dialogue permanent. Si c'est compliqué, on fait appel à un professionnel qui va pouvoir jouer le rôle de médiateur. Je citais tout à l'heure le notaire dans ma situation, mais un huissier peut tout à fait faire ce travail-là. Un avocat peut aussi le faire. Il y a aussi des médiateurs indépendants qui ne sont pas des professions réglementées du droit qui peuvent intervenir et qui peuvent créer les conditions d'un dialogue entre deux parties qui commencent à ne plus s'entendre et à ne plus pouvoir discuter. Donc, maintenir ce dialogue au maximum. Quand ce dialogue commence à être rompu, essayer de faire appel à un tiers qui va réinstaurer des conditions saines de discussion. Et dans ces conditions saines de discussion, si à un moment donné, vous avez un voisin qui est manifestement de mauvaise foi, vous allez avoir peut-être besoin d'apporter des éléments de preuve. L'avantage de SmartPreuve, c'est que vous avez des preuves qui vont avoir des garanties et que même le cas échéant sur un voisin de très mauvaise foi, qui pourrait menacer d'aller aux tribunaux, etc., en se disant de toute manière, je vais être de mauvaise foi jusqu'au bout, un juge ne pourra pas vérifier et j'aurai raison. À ce moment-là, vous pouvez même avec SmartPreuve leur dire, regardez, j'ai des preuves, on a des fichiers numériques, photos, vidéos, qui ont des caractéristiques probantes qui sont très difficiles à discuter. Mais je vais en plus transmettre ces éléments-là à un commissaire de justice, c'est ce qu'on appelait autrefois les huissiers, qui vont remettre une attestation de dépôt. Donc là, il va y avoir un caractère dissuasif. On n'est pas sur un constat d'huissier, puisque l'huissier ne s'est pas déplacé sur site.
Si vraiment vous partez en procédure, c'est recommandé de faire un constat d'huissier, même si ça vous coûte 300-400 euros. De toute façon, si vous êtes dans votre droit, ça sera au voisin de mauvaise foi de vous rembourser le cas échéant. Mais voilà, l'huissier va apporter un caractère dissuasif, et donc quelqu'un de très mauvaise foi va se dire, oh là, si j'y vais, je vais perdre, ok, je vais m'entendre, et on va arrêter là, et on va trouver un terrain d'entente. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Donc, j'anticipe le plus tôt possible, je dialogue et je fais en sorte de maintenir le dialogue. Le cas échéant, si le dialogue commence à se tendre, et si j'ai un interlocuteur visiblement de très mauvaise foi, où j'ai besoin de faire bouger, je vais lui amener des preuves que je vais lui montrer soit dans le cadre d'une médiation, soit que je vais pouvoir lui envoyer par courrier. Évidemment, et ça c'est un gros sujet, quand on parle de conflit de voisinage, il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Parce que votre voisin, c'est peut-être un locataire, et finalement, la nuisance que vous voulez attaquer, elle concerne plutôt le propriétaire. C'est le cas, là je vous prenais l'exemple de mon toit terrasse, en fait, le locataire il était pour rien, l'enjeu il était sur le propriétaire. Et si je pouvais intenter toutes les procédures que je voulais à mon locataire, de toute façon il n'était pas en droit de pouvoir agir. En revanche, le propriétaire, oui. Ça peut être en fait la copro qui est concernée. Donc c'est hyper important aussi de comprendre l'environnement dans lequel on est pour pouvoir s'adresser aux bonnes personnes et faire bouger les lignes. Alors, je passe les détails quand en plus il y a des assurances et des systèmes de garantie qui parfois peuvent rentrer en ligne de compte. Donc voilà. Alors, sur cette analyse un petit peu globale de l'environnement, c'est là que c'est pertinent aussi d'avoir une protection juridique qui va pouvoir vous conseiller et vous dire quel est le bon interlocuteur pour vous aider. Oui, c'est clair. Du coup, par rapport aux preuves, tu en as un petit peu parlé, mais pour revenir dessus, quels sont aujourd'hui en synthèse, les types de preuves qu'on peut collecter et quelle est la bonne méthode? Ouais, c'est vrai. Alors, déjà, il faut savoir qu'en droit français, quand vous êtes victime et que vous subissez un préjudice, vous pouvez apporter la preuve de ce préjudice par tout moyen. Autrement dit, n'importe quel élément qui pourrait constituer une preuve peut être apporté au dossier. Ensuite, c'est au magistrat de se former ce qu'on appelle l'intime conviction, c'est-à-dire que le juge va regarder tous les éléments qui lui sont apportés. Il va se dire, ok, regarde les éléments qu'on m'a apportés, est-ce que j'ai des raisons de croire telle ou telle partie, et donc de faire en sorte qu'il puisse être indemnisé ou que ses droits soient retenus. Que sa demande soit retenue. Donc du coup, ça c'est fondamental, ce principe de liberté de la preuve, il est fondamental. Maintenant, évidemment, toutes les preuves ne se valent pas. Je prenais l'exemple d'une photo tout à l'heure, une simple photo prise avec votre téléphone portable, l'eurodatage va être discutable. Potentiellement, le fait que l'image ait été truquée va devenir de plus en plus discutable parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'outils qui sont hyper simples à adopter dans le quotidien de tout le monde et qui sont gratuits et qui permettent de faire croire à peu près tout et n'importe quoi sur une image. Donc du coup, un magistrat va avoir besoin d'avoir des garanties sur l'intégrité du fichier, sur son eurodatage et sur un certain nombre d'autres éléments. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, ça ne suffit pas parce que vous pouvez tout à fait vous dire, moi je prends une photo avec SmartPreuve, regarde le mur est nickel, mais j'ai omis de montrer dans mon angle un bout du mur qui aurait pu être abîmé par mon voisin, par exemple. Ou mon voisin stationne toujours devant mon portail, potentiellement, si je suis garé un tout petit peu devant le portail, je peux montrer que pas du tout, et prendre la photo sous un certain angle pour montrer que la voiture ne va pas gêner. Donc là-dessus, il peut y avoir des biais et on peut introduire des biais. Et dès lors qu'une personne ne va pas se déplacer sur site, c'est aussi toute la force d'un constat d'huissier. Dès lors que vous avez un tiers de confiance qui vient sur site, ça devient indiscutable. Maintenant, avec SmartPreuve, l'huissier n'est pas sur place, c'est vous qui allez prendre les photos. Donc moi, ce que je recommande, c'est toujours de prendre un maximum d'éléments de contexte. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo de votre dégât des eaux. Cette photo du dégât des eaux, vous allez la prendre sous plusieurs angles. Vous allez prendre la pièce dans son ensemble, puis un zoom sur le dégât des eaux, puis les alentours du dégât des eaux et les dégâts intermédiaires qui auraient pu être créés parce qu'il y a une flaque, parce qu'il y a voilà. Et ensuite, vous allez prendre même des photos de la fenêtre. Vous allez prendre des photos de la rue dans laquelle vous allez vous trouver, et tout ça va permettre de corroborer le lieu du dégât des eaux, sa date et le contexte dans lequel il a été établi. Ça, c'est fondamental. Plus vous allez donner des éléments de contexte qui vont être vérifiables, qui vont être concordants pour ensuite un magistrat ou même pour votre assureur, que vous avez peut-être besoin de convaincre pour une prise en charge d'un dégât, plus vous allez pouvoir démontrer facilement votre bonne foi, elle va être difficilement discutable. Donc SmartPreuve est un outil qui va apporter des garanties sur les photos. Maintenant, le but, c'est de donner un maximum d'éléments de contexte pour que votre bonne foi soit quasiment impossible à remettre en question. Donc c'est vraiment, ça c'est toujours quelque chose qu'on dit à nos utilisateurs, vous êtes victime de quelque chose, vous voyez un préjudice, ne prenez pas qu'une seule photo,
vous pouvez prendre jusqu'à 20 photos, par exemple, avec SmartProv, profitez-en, prenez des photos de votre environnement, prenez des éléments qui vont permettre de corroborer ce que vous voulez démontrer et le préjudice que vous avez subi. Et tout ce qui va permettre de bien démontrer que ça a lieu là, que ça a lieu dans tel contexte, avec tel type d'étendue. Donc ça, c'est hyper important. Oui, parce que nous, on est souvent focus sur le dégât, par exemple le dégât des eaux, et on oublie complètement de prendre en photo notre appartement et de contextualiser. Bon, je pense que c'est hyper important à anticiper. À propos de contexte, bon, moi je pense à plein de situations où il peut y avoir des frictions entre voisins. Et puis peut-être que ce sont des cas en tout cas que la méthode, le juste réflexe va être différente d'une situation à une autre. Je pense au conflit en copropriété, parce que tout à l'heure tu disais justement que l'important c'est de vraiment identifier quel est l'entourage, parce que à qui tu vas parler. Parce que si tu parles au voisin, mais qu'en fait c'est quelque chose qui est plutôt une affaire de propriétaire, donc voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire précisément quels sont les points d'attention sur un conflit dans le cadre d'une copropriété? Voilà, c'est une question qui n'est pas évidente, surtout que ça va vraiment dépendre des situations. Alors, dans une copro, il va y avoir des comportements. Et ça, les comportements, c'est directement vos voisins qui sont liés. Alors, c'est des encombrants qui sont laissés dans une partie commune. C'est des nuisances récurrentes et qui vous empêchent de dormir. Je pense évidemment au tapage nocturne, je pense à un voisin assez malveillant qui taperait du pied ou qui se mettrait à déplacer ses meubles toutes les nuits. Je vous dis ça parce que c'est des cas qu'on voit passer sur SmartProv, donc ça doit être relativement fréquent. Donc voilà, donc dans ce type de situation-là, c'est bien le voisin et son comportement qui est à mettre en cause. Ensuite, il y a des nuisances qui vont être liées par exemple à une insalubrité du logement. Là, c'est le propriétaire qui va être là. Et puis après, il y a des nuisances qui peuvent être liées directement aux parties communes. Et dans ce cas-là, ça va être la copro. Alors, tous ces cas-là vont dépendre c'est souvent plus complexe que ça. Là, je donne juste des indications pour essayer de vous poser les bonnes questions. Et évidemment, ça va avoir un lien aussi dans la manière dont vous allez collecter vos preuves et surtout à qui vous allez essayer de les rendre opposables. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Dans tous les cas, dès lors que vous avez une nuisance, ce qu'il faut, si à un moment donné vous voulez faire valoir vos droits, c'est de démontrer, alors par exemple pour les copros, ça va être de démontrer j'ai perdu le terme, le fait de ne pas avoir agi, donc une inaction de sa part. Donc vous avez une fenêtre qui est cassée dans la copro, ça amène du froid, il fait très froid dans votre logement, l'hiver arrive, votre objectif, ça va être de démontrer que la fenêtre était cassée en juin, que vous avez envoyé un premier recommandé en juin, qu'il n'y avait pas eu de réponse, un deuxième recommandé en septembre, un deuxième fin septembre, ensuite une promesse d'intervention en octobre, et puis là, vous êtes le 15 novembre, rien n'est fait, l'hiver arrive, quoi. L'hiver est là. Et voilà, donc là, vous allez démontrer que le dégât date de juin, que vous avez procédé et que vous avez averti, vous avez sommé la copropriété d'agir, mais que ça n'a pas agi. La deuxième chose sur les cas d'usage récurrents, un voisin qui, par exemple, a un chien hyper bruyant qui vient en appartement et toutes les nuits il jappe, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de démontrer cette récurrence. C'est pas parce que le chien jappe une nuit que vous avez la preuve d'une nuit que vous allez pouvoir dire, attendez, ça fait 6 mois que je ne dors pas. Donc il va falloir démontrer cette récurrence, montrer la répétition de la nuisance que vous avez envie de démontrer. Et c'est ce qui va permettre de nourrir votre dossier. Et de la même manière, au début des nuisances, vous faites un premier courrier ou vous débrouillez pour avoir une trace de ce premier échange avec le voisin où vous lui indiquez que vous êtes dérangé. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, vous allez démontrer que vous avez essayé de montrer à votre voisin que ça n'allait pas. Et vous allez être du coup en position de force ensuite, soit pour négocier, soit pour obtenir justice. Okay. Tu vois, je pense aussi au cas du dégât des eaux et de l'attitude à adopter, parce que c'est vrai que quand on constate un dégât des eaux, on ne pense pas tout de suite à prendre une photo, on pense plutôt à nettoyer avant. Donc, tu vois, je sais pas, est-ce qu'il y a, tu vois, des choses spécifiques justement sur l'épreuve du dégât des eaux? Tu parlais de contextualiser aussi. Alors en fait, il y a plusieurs types de dégâts des eaux. Il y a le dégât des eaux qui va être ponctuel. J'ai mal rebranché ma machine à laver, je l'ai fait tourner, j'étais parti faire les courses
et j'ai inondé les voisins et mon propre logement. Donc là, ce qui est important, c'est tout de suite, dès que le dégât est là, réflexe, je prends des photos avant de commencer à aller à l'extérieur. Et je les prends dans un environnement sécurisé, donc prenez-les dans un environnement smart preuve. Ça c'est fondamental, quoi. Ça va vous offrir vraiment toutes les garanties de votre côté. Et donc, boum, vous prenez toutes vos photos. Évidemment, vous faites le ménage après, vous appelez votre assureur, vous lui demandez ce que vous pouvez faire, s'il faut faire venir un expert ou pas, en fonction de la taille, de la typologie des dégâts des eaux, il va vous demander de faire venir ou pas. Évidemment, vous nettoyez en parallèle, sauf si votre assureur vous a dit de ne pas nettoyer, parce qu'il y a des situations parfois dans lesquelles il sera pertinent que tout reste en l'état. Bon, pour un dégât des eaux, c'est rare, puisque plus le dégât des eaux traîne, plus ça crée du dégât. Donc, en principe, vous avez tout intérêt à intervenir assez vite. En revanche, si vous êtes victime d'un dégât des eaux, c'est-à-dire que si c'est vous qui étiez en dessous, que vous commencez à voir apparaître des positions, parfois vous avez intérêt à les laisser jusqu'à ce qu'un expert vienne. Et là, par contre, ce que vous allez pouvoir montrer, c'est l'évolution. Il y avait une photo à J+1, tout était nickel. En revanche, il y a des traces d'humidité. Et puis, en fait, à J+8, il y a des petites moisissures qui apparaissent. Il y a une fragilité. On commence à mesurer l'étendue d'un dégât. Ouais. Donc ça va être clé aussi. Puis après, il y a les dégâts des eaux qui vont être récurrents et qui sont liés à un manquement d'un propriétaire, d'un voisin, justement. Et donc là, l'idée, ça va être de montrer cette récurrence d'infiltration et l'inaction du propriétaire ou du voisin qui fait que vous avez des infiltrations et que votre logement devient insalubre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer cette récurrence-là. Si je reprends l'exemple là que j'avais eu au tout début dont je parlais, les locataires en dessous étaient donc à chaque grande pluie se retrouvaient avec des infiltrations dans leur chambre qui étaient juste en dessous. Et en fait, là, l'idée, c'était de, potentiellement pour eux, s'ils avaient utilisé un outil comme SmartPreuve ou collecter des preuves, ça aurait été de prendre les différentes photos et la récurrence sur 6 mois d'infiltration qui rendait leur chambre insalubre avec les humidités qu'il y avait et ainsi de suite aussi. Tu parlais aussi de tapage nocturne. Mais du coup, quel type de preuve? Parce que ce serait d'enregistrer avec ton micro. Ouais, alors en fait, on n'a pas alors, pour SmartPreuve, on n'a pas aujourd'hui de capteur de décibels, d'accord? En fait, mais par contre, on a des utilisateurs tous les week-ends, d'ailleurs pas seulement le week-end, mais c'est souvent les week-ends, qui en fait enregistrent des vidéos dans lesquelles on capte nécessairement le son et on voit que c'est l'embauche juste à côté, qui est 3h du matin, qu'à 1h c'était la même chose et qu'ils ont mis ça le lendemain et dimanche soir et qu'en gros, à un moment donné, on pète un câble. Et que ça se répète plusieurs fois tous les mois. Donc là, l'idée, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est utilisé avec la fonction vidéo. Ça permet d'avoir un début de preuve. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne mesure pas le volume de décibels. Donc c'est bien parce que c'est un faisceau d'indices quand même certain sur la récurrence, sur l'heure et sur le lieu. En revanche, on n'a pas forcément le volume de décibels, donc c'est différent de quantifier la sono. Est-ce que c'est une rave party qui est juste en bas de son jardin ou est-ce que c'est juste 4 personnes dans l'appart d'à côté qui parlent un peu fort, quoi. Donc c'est là où parfois il faut réussir à quantifier, faire la part des choses aussi là-dessus. Mais oui, le tapage nocturne, ça c'est hyper fréquent. Okay. Et le dernier cas qui est assez commun finalement, c'est l'empiètement de propriété. Donc on est voisins, mais on ne vit pas ensemble. Quelle est selon toi les bonnes attitudes à adopter quand justement un voisin empiète un peu trop chez nous? Du coup, alors pareil, dans les empiètements de propriété, il y a plusieurs types d'empiètements. Tout le monde pense au cabanon qui a été mis, qui dépasse de 2 mètres sur la propriété. Bon, ça, effectivement, c'est le cas qui vient naturellement à tous. Mais il y a des cas un peu plus complexes ou drôles. Enfin, drôles, pas drôles d'ailleurs, mais des cas plus drôles, enfin plus auxquels on ne pense pas. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est des encombrants qui pourraient être dépasser sur sa propriété et vous demandez aux voisins de les retirer, ils ne les retirent pas et vous en avez ras-le-bol de voir un tas de ferraille au fond de votre jardin alors que finalement voilà. Et l'autre cas auquel on ne pense pas et qui est beaucoup plus compliqué parce que finalement quand vous avez une problématique d'encombrant, quand vous avez une problématique de local ou d'aménagement qui dépasse effectivement sur votre propriété, vous demandez un métrage, vous êtes en droit de le demander, les frais sont partagés entre les deux, et vous avez un expert géomètre qui vient et qui met tout le monde d'accord. Bon, après, soit le voisin détruit, soit il doit s'exécuter. S'il ne s'exécute pas,
vous collectez les preuves sur le fait qu'effectivement, il ne s'exécute pas, et puis à un moment donné, vous demandez une exécution forcée de la décision. Voilà, les huissiers vont être vos meilleurs amis là-dessus. Ce qui, par contre, va être utile, c'est de collecter des preuves dès le début et de montrer la durée dans laquelle votre voisin, l'inertie que votre voisin va avoir pour agir, et ça va vous permettre d'être en position de force, le cas échéant, pour passer d'une médiation à une procédure judiciaire plus rapidement, et ainsi de suite. Bon. Le cas auquel on ne pense pas, c'est l'empiètement de propriété avec des animaux de compagnie. Votre voisin a un jeune chien un peu foufou qui a trouvé le moyen de passer sous la clôture et qui vient dévorer à peu près tout ce qui traîne dans votre jardin, les tuyaux d'arrosage, etc. Bon. Sans parler des déjections, etc. Bon. Une fois, ça fait sourire, mais ça peut rapidement devenir très, très, très pénible. Et voilà. Donc, du coup, effectivement, sur ce type de situation-là, bah, pareil, on est sur une situation qui va se répéter. Donc, prenez la situation qui se répète, montrez que vous avez demandé à votre voisin de prendre ses dispositions, et voilà. N'empoisonnez pas le chien, évidemment. C'est des choses qui arrivent dans les conflits de voisinage. Ça, pour le coup, SmartProv ne vous permettra de rien démontrer du tout. Mais voilà, donc, non, pensez-y. Et surtout, voilà, encore une fois, l'idée, c'est de démontrer cette récurrence. Ouais, et puis après, on parlait aussi de tout ce qui était végétation. Et il y a aussi le côté où parfois on est appelé aussi à notre propre responsabilité pour quand même des relations à l'amiable. Bon, quand il y a un arbre qui dépasse complètement sur notre jardin, c'est une chose. Mais quand par exemple il y a je sais pas, des petits arbustes, ça on peut aussi le couper nous-mêmes et c'est OK. Enfin, non, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors oui, complètement. Oui, c'est vrai que j'ai pas pris ces cas-là, mais oui, alors, effectivement, si c'est quelques fleurs ou une branche qui dépasse de votre propriété, que c'est une petite branche, coupez-la, ne faites pas un procès, vous n'allez pas chercher les embrouilles avec votre voisin pour ça. Prenez un sécateur, vous la coupez. Si effectivement ça impacte un végétal, un arbre magnifique, etc., évidemment, là, essayez de trouver un terrain d'entente et d'en discuter. Alors, très souvent, ce dont on se rend compte aussi sur les empiètements de propriété, c'est que vous avez alors, soit vous avez des voisins qui sont en fait en incapacité de le faire, des personnes âgées et ainsi de suite, et là, c'est des personnes qui sont isolées, qui sont plus forcément en mesure d'agir pour entretenir leur propriété. Donc ça, c'est un autre type de problème. Soit c'est aussi des tensions sous-jacentes qui sont liées à d'autres choses. Je prends l'exemple, je crois que d'ailleurs c'est le cas d'usage dont tu voulais qu'on parle après. Mon voisin se stationne n'importe comment devant chez moi, j'en peux plus. Donc j'ai décidé de laisser pousser ma vigne vierge dans son jardin et j'en ai rien à faire. Et tant pis si ça vient, ou mes bambous, je les coupe plus, ça lui met plein de saloperies dans son jardin et les rhizomes bousillent sa terrasse. Et tant pis pour lui, de toute façon, il m'en papa out avec sa voiture garée devant chez moi. Bon, bah là, typiquement, on est sur le genre de situation où quelques preuves et une bonne médiation permettent de régler le sujet, quoi. Je coupe mes bambous, ou je fais en sorte que les rhizomes arrêtent de pousser sur ta terrasse, et en contrepartie, stationne ta voiture correctement, quoi. Ça, c'est le cas du stationnement général. Alors, là où c'est hyper important sur le stationnement, parce qu'on a une de nos utilisatrices qui s'est retrouvée embêtée sur une situation comme ça, c'est-à-dire qu'elle a bien démontré une nuisance de stationnement, mais elle n'a pas démontré le lien de corrélation, et ça, c'est super important, le lien de corrélation entre la nuisance et le voisin en question. Autrement dit, il n'a pas apporté la preuve que la voiture stationnée était la voiture de son voisin. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut... pensez-y. Par exemple, vous prenez l'exemple des animaux domestiques, il faut que vous arriviez à établir à un moment donné le lien. Alors ça, pour le coup, si demain vous allez sur un contentieux, ça peut être une plainte au niveau de la gendarmerie, un petit travail d'enquête hyper simple, mais il faut qu'il soit réalisé pour vraiment donner toutes les clés au magistrat pour qu'entre guillemets, il n'ait pas de doute sur la situation. Et donc, du coup, qui vous donne raison. Donc ça, c'est hyper important aussi, quoi. Ok, oh, très clair. Merci beaucoup, Alexis. Donc, du coup, en synthèse de tous nos échanges, par rapport au conflit de voisinage, il y a quand même une première étape de bien reconnaître l'environnement. Et donc, quels sont les interlocuteurs, de bien qualifier aussi le degré de nuisance entre c'est occasionnel ou c'est récurrent. J'ai noté aussi de bien collecter les preuves le plus possible en amont via une application comme SmartProv, parce qu'en fait, l'objectif, surtout, enfin, j'ai l'impression que c'est principalement de la récurrence, en fait, les conflits de voisinage. Qu'un truc peut arriver, mais là où ça devient un vrai conflit, c'est quand il y a une inaction
et une récurrence face à cette inaction. Et donc là, de pouvoir faire valoir aussi l'étendue du conflit dans le temps, enfin, de la nuisance dans le temps. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, à ajouter pour avoir nos Non, bonnes relations avec nos voisins? je pense qu'on a fait le tour de pas mal de points. Après, chaque situation est unique, donc voilà. Le premier réflexe, c'est collecter des preuves qui vont vous permettre de démontrer que vous êtes victime d'un préjudice. Essayez de dialoguer avec votre voisin, et si la situation est complexe, ayez recours soit à appeler si vous avez souscrit une protection juridique, ben, appelez votre protection juridique, et entourez-vous de professionnels, que ce soit des huissiers, des avocats, des notaires, en fonction de la situation. C'est fondamental pour vous aider à comprendre la situation et avoir les bons leviers d'action. Mais de toute façon, un professionnel vous demandera des preuves, donc c'est pour ça que l'étape 1, c'est vraiment de collecter des preuves, et c'est de créer ce réflexe-là. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci Alexis d'avoir joué le jeu et de nous avoir partagé un peu ton expérience et tes conseils. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire en commentaire ou nous contacter directement. Et à bientôt pour un prochain Juste Réflexe sur une prochaine édition. Merci beaucoup Alexandrine, bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.